Bravo, vous mettez à jour une filière de corruption dans l'attribution des logements sociaux. C'est comme en Afrique maintenant, la France. Si tu payes un service et tu l'as tout de suite. Si je fais ton dossier, d'ici peut-être au bout de 2 mois, je peux te loger. Il y a les gens qui payent par désespoir, en fait, payer pour obtenir un service public. Comment vous expliquez que les choses se passent quand même comme cela? Ce stade, en fait, on n'a jamais eu de cas concrets chez Bâtigère, Habitat en Ile-de-France. Je le dis, c'est en opposition totale à nos valeurs. De chercher à vous joindre depuis plusieurs semaines. Peut-être que vous allez accepter mon invitation aujourd'hui pour se voir plus tard. On crève petit à petit. Tu connaîtras jamais les mecs qui sont au bout du truc, tu vois. Nous, t'as vu, on devrait même se méfier parce que ça se trouve, t'es un keuf ou t'es un mec dans des trucs bizarres parce que tu poses beaucoup de questions. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette deuxième édition de Face Cachée, le grand format, la nouvelle émission d'enquête du média. Aujourd'hui, nous vous proposons en exclusivité une plongée sans détour dans les rouages de la corruption à l'attribution des logements sociaux. En pleine crise du logement, et alors que plusieurs millions de Français sont en attente d'être logés, des réseaux de corruption court-circuitent le système d'attribution des logements sociaux au détriment des plus précaires. Payer cash pour obtenir un HLM en un temps record et sans critères de priorité, c'est ce qu'a fait notre journaliste pour filmer tout le processus en caméra cachée et vous rapporter ces images inédites qui dévoilent la face cachée de l'accès au logement social en France. HLM au cœur de la corruption, c'est une enquête de Djemil Sanli. On se retrouve juste après avec nos invités pour le grand débrief. Depuis des années, des témoignages et des rumeurs s'accumulent. Il existerait des réseaux de corruption parasitant le processus d'attribution des logements dits sociaux. En échange d'un pot de vin de quelques milliers d'euros cash, il serait possible d'obtenir un logement social sans attendre des années. Comment? Pourquoi? Et avec quels impacts? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. En France, avec plus de 5 300 000 logements sociaux logeant 11 millions de personnes, le logement public est une institution. Pourtant, en 2024, 2,6 millions de ménages étaient en attente d'un logement social. Un nombre en constante augmentation qui illustre la crise immobilière que nous connaissons et qui pousse de plus en plus de personnes à utiliser des méthodes illégales pour se loger. Pour la première fois, nous allons voir les coulisses de ce business occulte. Voici l'histoire qui m'a amené à infiltrer un réseau de corruption actif en Ile-de-France et qui, en peu de temps, m'a permis d'obtenir un logement social dans un immeuble neuf de Seine-Saint-Denis. Paris, avril 2023. Je commande une course de VTC. Déformation professionnelle et sociabilité aiguisée, j'ai l'habitude de parler avec les gens que je rencontre et donc la personne au volant qui va me conduire chez moi ce soir-là n'y échappe pas. Karim, un homme de mon âge, travailleur, qui a la tchatch. On parle, naturellement, de l'actualité du coût de la vie ici à Paris, et vient celui du logement. Je lui confie que je recherche à déménager, et magie du moment, il me dit qu'il a un plan pour moi. Une solution qui m'assurera l'accès à un logement social peu cher et rapidement. Je lui propose de se rappeler le lendemain, il est d'accord. D'accord, donc je vais t'expliquer. En fait, c'est tu accélères un peu pour avoir un appartement, un logement social en fait. Par rapport à ton dossier que tu vas mettre à jour dans le site. Ok. Tu vois, le site de demande de logement. Tu l'as ou pas? Oui, j'ai déjà mis en place ça, ouais. Tu es enregistré dessus, tu as un numéro de demande, tout ça? Exactement, j'ai déjà tout ça, ouais. Voilà, faut être à jour. Ensuite, moi, j'ai un ami à moi qui peut accélérer la chose, en fait. Ok. Donc voilà, toi, tu as une préférence ou tu t'en fous? Ben là, peu importe en fait, tant que je trouve un logement, peu importe la zone. Tant que c'est autour de Paris. Parce que là, c'est sur Paris ou aussi à l'extérieur? Il y a à l'extérieur et sur Paris. Sur Paris, c'est un peu plus rare. Après, si mon ami, t'as vu, tu lui dis que tu veux vraiment sur Paris, et dès qu'il a un truc sur Paris, il va te mettre dessus, tu vois. D'accord. Ok. Et après, sinon, t'as vu, c'est la banlieue proche. Hein. Ça peut être la banlieue loin, mais en général, c'est la banlieue proche, 93, 94, tu vois, des trucs comme ça. D'accord. Voilà. Ok. Ce serait Créteil, Bobigny, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Ok. Montreuil, les Lilas, ce genre de choses? Voilà, il peut y avoir tout ça. Hop, 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 n'allons pas trop vite.
Avant d'aller plus loin dans le détail de ce qui semble bien illégal, voyons le processus légal. Car les attributions des logements sociaux sont réglementées par la loi et elle est très claire. Le parc locatif public, dit social, est vaste. Plus de 5 millions de logements, dont l'essentiel est géré par des bailleurs sociaux tels que CDC Habitat, 3F, Paris Habitat ou encore Bâti-Gère Habitat, pour ne citer que les plus importants parmi les plusieurs de centaines actifs sur le territoire. Lorsqu'un bailleur a un logement disponible, la loi indique que le ou la chargé de clientèle, parfois appelé chargé de commercialisation, doit trouver 3 candidats par logement. L'étape suivante se déroule alors devant la commission d'attribution des logements composée de 6 membres minimum. Ce sont eux qui sélectionnent un dossier par logement. Le chargé de clientèle n'a alors plus qu'à annoncer la bonne nouvelle au candidat retenu et lui faire signer le contrat de location. Une méthodologie bien huilée qui semble être protégée de toute forme de corruption. Et pourtant, ce que Karim me propose ici par téléphone, c'est tout simplement de contourner la loi grâce à un contact qui en aurait la possibilité. Moi, t'as vu, je donne pas le numéro comme ça. Moi, tu me donnes 300 €, je te mets le numéro. Tu vas sur WhatsApp, tu le contactes, et ensuite, t'as eu, lui, il va prendre contact avec toi, et ainsi de suite. Okay. Tu vois. Il a l'habitude de faire ça, vous avez l'habitude de faire ça? J'ai aidé beaucoup de personnes pour ça. Et donc du coup, parce que je crois savoir qu'il y a Paris Habitat, il y a plein de trucs en fait. Donc, il y a plein de bailleurs. Il y a plein de bailleurs, ouais, c'est ça. Et donc, peu importe, lui, il ira... Il a la main partout. Ok. Et quand je le paye, finalement, lui, après, du coup, il s'arrange avec la commission, quoi. Oui, voilà. Une fois que tu as visité le logement et que tu es d'accord, en fait, c'est à ce moment-là que tu payes et que lui, après, il donne ça à la commission. Okay. Et après, la commission se charge d'arranger le truc. Boulot derrière. Voilà. Ok. C'est carré. Mon ami, ça fait 2 ans qu'il fait ça et c'est très carré. Moi-même, je me suis logé comme ça. Ok, je comprends bien. On se verra tous les 3 et je te paierai à ce moment-là, du coup. Voilà. Ok, ouais, ça me va. Le deal est donc simple. Payer les membres de la commission pour s'assurer d'obtenir un logement en passant alors devant tout le monde. Mais comment tout cela peut-il avoir lieu sans alerter personne? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Ça va, t'es pas tendu? Quelques jours plus tard, il est temps de retrouver Karim pour rencontrer son ami Mohamed, le fameux contact qui a la main partout. C'est son numéro de téléphone à lui, sorte de totem pour obtenir un logement social qui me sera alors vendu 300 € aujourd'hui par Karim. Avec ma fausse petite amie qui porte la caméra cachée, on le retrouve en gare de Neuilly-Plaisance où il nous récupère en voiture. Salut, ouais, il y a ma copine. C'est 3000 et quelques, c'est ça? 3005 à partir du F2. Ok, en dessous il prend moins. Non, il n'y a pas d'en dessous. Il n'y a pas d'en dessous, c'est F2. 500 €. Ok. Ah, et après c'est plus cher pour le F3. Ouais, voilà. Okay. F3 c'est 4. Ok. Et ça va pas plus haut. D'accord. Que ce soit F4, F3, F5, tu payeras 4000 maximum. Ouais, je suis là. Toi, t'as quoi comme appartement? Moi, j'ai un F2. J'ai un 47 mètres carrés. Il est grand. Il est petit par rapport à celui que j'avais. Celui que j'avais, c'était un 65. F2 65? Dans le Marais. Je te jure. J'avais une cuisine américaine. Il était immense. Ça trop bien. Il était immense, un logement social. Et c'était lui qui t'avait réussi à avoir 65 mètres carrés là? Ouais, c'était pas. C'est génial. Une autre personne, tu vois. Ouais. Et sans tes potes, t'auras attendu combien de temps? T'auras attendu 10 ans. Comme tout le monde. 5-6 ans. Après, quand t'as des enfants, c'est en plus, ça va plus vite. Ouais, mais t'attends 3 ans, 4 ans, au lieu de 10. Voilà, non? C'est ça. C'est comment ça va ou pas? Voici enfin Mohamed. C'est lui qui est censé accélérer mon dossier de demande de logement social auprès de bailleurs sociaux en Ile-de-France. Ouais, après, voilà, il faut avoir une demande de logement social. Après, on a le logement à peu près dans le 93, 94. Et sur Paris? À Paris, dernièrement, c'est que j'ai eu, c'était le 18e. C'est aussi rare que j'ai Paris en fait. 18e, ça serait très bien. Alors, j'ai un 18e et j'ai donné à quelqu'un, mais c'est rare que ça vienne parler. Mais à ce moment, comme par hasard, ça commence à revenir. Ok. Voilà. Après, je te garantis, moi, je te propose que j'ai une disponibilité en fait. Voilà. Ouais, je lui ai dit, ça peut mettre un certain temps. C'est pas tout de suite, tout de suite. Après, il y a des gens qui veulent tout de suite, vraiment, c'est le 93, 94 qui est rapide. Toi, c'est F2, toi? Moi, c'est F2, F3. Parce qu'elles sont en couple, ils ont droit soit F2, soit F3. Si je fais ton dossier, d'ici peut-être au bout de 2 mois, je peux te loger. Ok. Voilà. Comme au bout d'un mois aussi, ça peut le faire aussi. En fait, je te paye quand j'ai mes clés, c'est ça? Non, quand tu visites, ça te convient pour qu'on mette le logement à ton nom en fait. Pour qu'on valide la commission à ton nom. Ouais, mais ça me garantit pas que j'aurai l'appart.
Et moi, il n'y a quoi qui me garantit si je te donne l'appart, j'ai mon argent? Bah tu sais où j'habite. Non, c'est pas une question de ça. Tu peux savoir la personne habite, mais ça, est-ce qu'elle est solvable? C'est ça le problème. Ah ouais. Je sais que, en fait, je ne vais même pas me fatiguer parce que je sais que même mon ami ne va pas me le faire comme ça. À part si moi, quand je t'ai dit si c'est pour le garant, ça dit c'est moi-même je vais mettre mon argent en jeu. Parce que je sais que par derrière, il va payer, il va me payer. C'est juste ça. Même mon collègue là, il ne va jamais vouloir. Ok. Il ne va jamais vouloir. Le collègue dont il me parle, c'est un salarié du bailleur social, un chargé de clientèle ou de commercialisation, en lien direct avec la commission d'attribution des logements. À ce stade, je joue au candide sympathique pour en savoir le plus possible sur le deal qui m'est proposé. Il est possible que ce soit une arnaque. Je singe alors mon inquiétude. Mes deux interlocuteurs ont intérêt à gagner ma confiance. Pour cela, Mohamed me montre des échanges de messages avec des clients et des bailleurs qui valident des transactions. Regarde, hein. Tu vois, exemple là, les clients ont visité, ils ont accepté. Hier, il m'envoie un message, accepter et récupérer l'argent. Donc là, il vient aujourd'hui, j'ai récupéré son argent, mardi, il passe en commission. En fait, il t'a dit, il y a 3 dossiers. 3 dossiers. Sur 3 dossiers, il va choisir un. Il va choisir un. Mohamed m'explique l'existence d'une pré-commission informelle entre lui et des salariés de bailleurs sociaux. C'est là la matrice même du mécanisme de corruption que l'on découvre ici. Un système illégal d'échange de données et une organisation occulte afin de trouver le meilleur candidat pour chaque appartement social disponible. En somme, Mohamed serait ici l'homme de confiance qui recrute des clients, c'est-à-dire des futurs locataires, qui les fidélise pour étendre le réseau et surtout qui encaisse l'argent pour le compte des membres corrompus des commissions d'attribution des logements sociaux. Tu peux pas recevoir un bon visiteur que je ne suis pas au courant déjà. Quand je t'ai dit ouais, tu l'auras, tu l'auras. Parce que je suis au courant que tu reçois ton bon visiteur. Tout ce que tu fais, je suis au courant en fait. Je suis le dossier à distance en fait. Okay. Je suis au courant qu'il t'a accepté, t'a visité. Finalement, c'est moi qui est au milieu de tout le monde. Voilà, et qui vous donne une date. Donc toi, tu me garantis qu'une fois que je suis OK, je te paye et c'est bon. 100%. 100% l'appart, la commission me le donne. 100%. Comment on appelle ça? T'es un magicien. De nos jours, en France, il y en a beaucoup qui galèrent parce qu'ils ne savent pas que tout se paye. C'est comme en Afrique maintenant, la France. Si tu payes un service et tu l'as tout de suite. Et du coup, toi, peu importe l'appart où il est, tu chopes. C'est pas qu'importe l'appart où il est. C'est ce qu'il a. C'est que j'ai des disponibilités, c'est qu'on me propose, c'est qu'on m'envoie. Je ne peux pas donner là où je veux. Non, je donne là où c'est que j'ai des disponibilités, là où je travaille avec mes bailleurs. Mes bailleurs ne travaillent pas toute l'île de France non plus, tu vois. Ouais. Voilà. Ah oui, ok, c'est des bailleurs qui te proposent des trucs. Il y a plusieurs bailleurs, il y a France Habitat, il y a 3ZF, il y a Walloufis, il y a Batigère, il y a plusieurs bailleurs, tu vois. Ouais, il y a trop de trucs, il y a trop de bailleurs. Et c'est eux qui te contactent pour donner des deals, ouais, j'ai travaillé avec quelques bailleurs. Ouais, ok. Voilà. Eh ben nickel. Eh ben c'est parfait. C'est bon. C'est nous, t'as vu, on devrait même se méfier parce que ça se trouve, t'es un keuf ou t'es un mec dans des trucs bizarres parce que tu poses beaucoup de questions. C'est vrai, c'est vrai. Nous, à la base, on prend des risques, on en a rien à foutre parce qu'on va jamais te dévoiler. C'est quoi tu connaîtras jamais les mecs qui sont au bout du truc, tu vois. Mais tu peux te mettre peut-être plus comme ça, t'as pas mal au dos là? T'as vu, nous, on n'est pas des. Moi, je suis pas un voleur. Personnellement, je suis pas un voleur. Ok, merci. Et t'en fais pas, t'inquiète pas, y a pas de souci. Je fais confiance, hein. Que ça soit réglo, nickel. Non, c'est réglo. Ok. Même pas. C'est toi, tu vas m'harceler pour tes potes. Ok. Voilà, c'est fait. Je viens d'acheter à Karim le numéro de Mohamed pour 300 €. À partir de cet instant, Mohamed est mon unique interlocuteur. C'est lui et lui seul qui accompagnera ma demande jusqu'à son terme. Il est maintenant temps de s'arrêter quelques instants pour digérer ce que l'on vient de vivre et comprendre comment tout le deal s'articule. Mohamed est ici au centre du tableau, avec d'un côté des salariés de bailleurs sociaux qui lui envoient chaque semaine une liste de logements disponibles et de l'autre des contacts terrain, ici Karim, qui lui trouve des clients, candidats potentiels à la location d'un logement public. Ici, le job de Mohamed est crucial. Il doit trouver le profil idéal pour chaque logement libre. Mais il faut faire le tri entre les personnes capables de payer plusieurs milliers d'euros le deal, tout en pouvant ensuite assurer le paiement des loyers, et celles qui ne le peuvent pas, et ainsi s'assurer d'avoir un candidat sérieux par logement libre. C'est donc pour cela que Mohamed propose 3 noms par appartement disponible. Le bailleur concerné désigne ensuite le candidat idéal qui devra alors verser le pot de vin à Mohamed. Pot de vin qui sera ensuite redistribué entre lui et des membres de la commission d'attribution du logement. Ainsi se valide le processus. Mais comment peuvent-ils vérifier de la solvabilité de chaque candidat? Eh bien c'est simple, grâce au numéro unique régional de demandeurs de logement social.
un numéro personnel qui s'obtient en s'enregistrant sur la plateforme demandelogementsocial.gouv.fr gérée par l'État où l'on doit déclarer son identité, ses revenus, etc. et qui permet donc aux bailleurs sociaux de vérifier le profil de chaque candidat. Ici, je suis un de ces candidats, avec mon véritable nom, et ce, pour 2 raisons simples. La première, c'est que l'histoire commence ainsi. Je réserve le VTC de Karim avec ma véritable identité, il sait dès le départ comment je m'appelle, impossible de changer de nom en cours de route. Et la seconde, la plus importante, c'est que le deal repose sur le fait de communiquer mon fameux numéro unique régional à Mohamed. La suite, c'est l'attente, et c'est plus long que prévu. Pendant de nombreuses semaines, nous échangeons des dizaines de messages écrits et vocaux. En juin, alors que je commence à m'inquiéter de la lenteur de l'avancement de mon dossier, Mohamed m'invite à le relancer chaque semaine car il traite, dit-il, beaucoup de demandes. Chez moi, je traite plus de 200 dossiers par mois. Donc vous ne m'embêtez pas du tout. C'est pas ça. Moi, quand les clients ne font pas de retour, je délaisse un peu leurs dossiers. Je dis qu'ils ne sont pas pressés. Quand ils seront pressés, ils vont venir vers moi. Je gère beaucoup de dossiers par jour, par semaine, par mois. Voilà. Un mois plus tard, il me confie ne pas savoir pourquoi il n'a toujours pas de retour de mon dossier. Ils ont oublié ton dossier, soit ils ont oublié de le traiter, ou soit il y a un problème, il ne m'a pas dit. Juillet passe sans aucun retour. Nous sommes désormais en plein mois d'août. L'attente se fait longue et mes relances se veulent de plus en plus insistantes. Mohamed tente alors de me rassurer. Il m'envoie 2 captures d'écran qui s'avèrent être très importantes pour la compréhension de cette organisation parallèle. Il s'agit d'un extrait de la fameuse conversation WhatsApp qui sert de précommission. Des messages reçus par Mohamed de la part d'un mystérieux Racine. 2 images qui viennent alors nous donner la chance d'apercevoir les coulisses de leur business. Chaque message ici est une décision concernant un candidat proposé par Mohamed. Racine est en réalité un bailleur qui accepte ou refuse tel ou tel profil. Profil ici matérialisé par le fameux numéro unique régional de demandeurs de logement social que l'on aperçoit sur les images jointes à chaque message. T4 Créteil, pas de revenus, candidat refusé. Proposition T5 Créteil, candidat accepté. T5 Créteil, revenu faible, candidat refusé. Proposition T4 Créteil, accepté. T2 Livry, revenu trafiqué, refusé. Pourtant prêts à payer plusieurs milliers d'euros pour avoir leur logement social, des candidats sont recalés à cause de revenus trop faibles. Car, au-delà du versement d'un pot de vin confortable, le bailleur social semble vouloir aussi des locataires qui assureront le paiement des loyers sur la durée. Le commentaire « revenu trafiqué » illustre même que le bailleur épluche, vérifie méthodiquement chaque document. Et là, je panique un peu. Et oui, mon dossier est pipoté de bout en bout. Je ne peux évidemment pas indiquer mon véritable employeur, donc ma fonction de journaliste, et encore moins le fait d'être en réalité jeune propriétaire de mon appart. Mon profil sur la plateforme de l'État est alors sommaire et évasif, et c'est peut-être ça qui a fait traîner la chose. Voire pire, on m'a découvert. Le risque existe qu'une personne quelque part dans la chaîne tique à un moment donné sur mon nom, le googlise ou simplement le reconnaisse. Et là, ce serait game over. Mais en marge de l'envoi des 2 captures écran, Mohamed me parle d'un mail que je devrais bientôt recevoir. Le nom, tu regardes dans ton mail, peut-être que tu as même déjà reçu un mail. Tu regardes si tu n'as pas reçu une proposition de visite de la part des Batigères. Batigères, un des 5 plus grands bailleurs sociaux de France. Un géant qui se décrit comme un ensemble d'acteurs dédiés au logement social et qui gère près de 112 000 logements dans 9 des 13 régions que compte la métropole. Toujours sur son site internet, le groupe affiche ses valeurs et promet notamment un engagement responsable et un comportement exemplaire. Nous nous comportons en toutes circonstances avec transparence, intégrité et loyauté. Batigère va jusqu'à reproduire un extrait de l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En somme, chez Batigère Habitat, on célèbre sans doute l'abbé Pierre et embrasse Croizat tout en votant Philippe Poutou. Le 4 octobre, les choses s'accélèrent enfin avec ce message de Mohamed. Bonsoir, j'ai le retour de ton dossier. Du coup, au lieu d'un T3, il veut te proposer un T2 neuf sur Livry-Gargan. Son contact chez Batigère Habitat le lui a confirmé. Fin octobre, le mail tant attendu arrive. Serait-ce le mystérieux Racine? Le contenu du mail est conforme à l'identique aux informations que Mohamed m'avait transmises. Il s'agit bien d'une proposition de Batigère pour un T2 situé à Livry-Gargan, un logement neuf sur plan que bien sûr j'accepte.
Nous sommes arrivés au moment où seul le paiement du pot de vin doit venir débloquer la situation. Mohamed me l'explique clairement, sans paiement, pas de logement. Nous prenons donc rendez-vous, tous les deux, au même endroit où je l'avais rencontré la première fois, à Neuilly-Plaisance. Je m'y rends seul, avec l'argent, en caméra cachée. Ça va? Bien. Ouais, bien, nickel. Lui aussi est seul. Il me salue, ne me dit rien de plus, juste de le suivre au sous-sol de cet immeuble. Ce n'était pas prévu. Je ne sais pas à quoi m'attendre, après plusieurs mois de flou et quelques épisodes de tension, sur fond de nombreuses questions pour mener l'enquête en jouant l'hésitation. Cette fois, il va falloir faire confiance lorsque je monte dans cette voiture. Pas un mot, juste un geste. Je plonge ma main dans ma poche et en ressort les 3500 € en liquide pour les lui tendre. Mohamed m'explique alors qu'il en manque 200, car pour un F de 9, ce n'est pas 3005 mais 3007. De mon côté, ça doit faire 3700 en tout. Et là, tu vois, moi là, je suis chez Bâtigère, moi aussi. Okay. C'est qu'ils m'ont logé. Ça, c'est un logement neuf. Par exemple, c'est là, moi, quand ils me l'ont donné, j'ai payé 4500 €. Bon, ça a été long, au moins ça s'est fait. Parce que depuis qu'on s'est vu, t'as logé des gens quand même. Ça finit même pas. Ça c'est mon domaine, ça, le logement. Ça fait 7 ans que je fais ça. Ça, c'est un client pareil. Elle m'a dit, elle m'a donné un rendez-vous les 10. Ils ont dit sa signature, c'est le 10. Récupérer les clés et voilà. faire l'état des lieux. Voilà, ça, c'est un client qui... Les mails, là, dès que j'arrive à la maison, Inch'Allah, je ouvre les mails. Et je te tiens au courant en fait. Voilà, exemple, ces clients-là, ils signent à partir du 10. Exemple, toi, quand tu vas les appeler ou quand ils vont t'appeler ou ils vont t'envoyer un mail, et exemple, ils peuvent te dire, ouais, tu vas signer le 8, le 12, les 15, les 11, les 7. C'est qui décide en fait. Ok, mais c'est assez rapide. Normalement, c'est très très rapide parce que toi, il n'y a pas de travaux, il n'y a rien. Ah oui, ben voilà. Oui. Toi, tu as juste à déménager. Ok, nickel. Voilà. Et toi, à mon avis, même semaine prochaine, ils vont te contacter pour la signature. Même si tu veux tout de suite devant moi, on sort dehors là, il n'est pas encore 16h, tu l'appelles. Là, on va sortir dehors. Okay. Tu l'appelles devant moi. Yes. Voilà, comme ça, moi, tu iras sur le temps. Ah, génial. Merci de bien vouloir patienter. Nous allons donner suite à votre appel. Ah. Comment t'as fait pour bosser là-dedans? Ouais, parce que je connais quelqu'un. Moi aussi, je passe par quelqu'un, c'est lui qui les connaît direct. C'est un réseau, quoi. Moi aussi, j'ai eu mon logement, après, j'ai bossé avec eux. Bon. Ouais, c'est ton... Bah, moi aussi, regarde, j'ai mon logement, je peux bosser. Tu ramènes des clients, tu rajoutes ta commission, c'est tout. Ah ouais? C'est simple, bah oui. Mais il faut être en confiance quand même. Ouais, mais la confiance, t'inquiète pas. C'est pour ça qu'on travaille avec un genre de confiance. Moi, parce que moi, chaque les clients qui me ramènent, s'il y a un problème, la cible, il est quelqu'un de serré. C'est pour ça que je m'inquiète pas. Ça là-bas, je prends pas tout le monde, moi, je me méfie un peu. Tu vois? Bah oui. Bah oui. Il y a du monde qui cherche comme ça? Ça bosse, hein. Même là, les gars, j'ai en train de parler avec toi, j'ai un client qui est content parce que sa tante, elle a signé son logement. Ils m'ont envoyé la vidéo depuis chez elle, regarde. Salut mon frère, merci, je suis venu visiter l'appartement de ma tante, elle est trop contente. C'est ça qui était ça. Tout ça, c'est tes clients, ça? Tout ça, c'est les logements, ça. Bah oui. Mais moi, tout ça, c'est les logements. Regarde, oui, pense à ma mère, elle est dans l'urgence. Alors qu'il dit, c'est moi qui l'ai logé. Sa mère, c'est moi qui l'ai logé. Son frère, c'est moi qui l'ai logé. Regarde, carrément, il me dit quoi, ouais, tu veux que ma soeur aussi te ramène son argent? Ah, parce que normalement, c'est combien de temps d'attente? C'est plusieurs années? Non, c'est pas plusieurs années. Non, pour quand tu fais normalement? Normalement, ouais, des fois même plusieurs années, même avec les plusieurs années, tu l'as pas. C'est normal que tu l'as pas parce qu'ils le vendent aux gens, les logements. Si tu arrives ton dossier avec quelqu'un, tu tombes sur moi, j'ai payé, ils vont te donner à moi. Toi, ton dossier il est tombé avec quelqu'un, ils l'ont donné à toi. C'est pour ça que les gens qui payent pas, ils attendent longtemps. Voilà, tout simplement. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Oui, allô? Allô, monsieur? Oui, bonjour. Monsieur Fenley. C'est ça. C'est pour quelle typologie, s'il vous plaît? Un T2. Il passera jeudi prochain en commission. Ok, c'est jeudi prochain en commission. En fait, tu vas passer en commission. Le problème, d'habitude, on met 3 personnes pour la commission. 3 dossiers. Bah oui. Mais exemple, mon dossier, ton dossier. Mais là, ils ont mis que ton dossier pour les t'aider les livrer Gargan. Je ne sais pas si tu as compris ou pas. Donc, il n'y a pas de concurrent? Il n'y a pas de concurrent, il n'y a pas. Lui, il bosse avec nous. L'argent qu'il t'a donné, c'est lui qui l'aura. Tout ça, normalement, c'est confidentiel à la base. Okay, bien sûr. Voilà, moi, c'est ça, je le remets son argent. Je vais rajouter les dessins qui manquent, tiens, l'argent de ces 1000. J'ai dit, ils vont t'appeler, tu as eu ton logement et tu vas signer par derrière, tout simplement, c'est tout. Mais ça, c'est business, il y en a partout en France. Partout, il y en a qui le font jusqu'à 6 000 €, ces business-là. Ouais. Là, tout de suite, là, les gars, j'ai une dame, là, oui, fais-le-moi 5 000 €, ton gars, il me les fait pour 5 000. Moi, je vais te parler français. Moi, chaque logement, moi-même, je gagne 500 dedans. Tu gagnes 500 dedans. Et moi, je n'essaie pas de dépasser ceux qui ne dépassent pas mes gars. S'ils le font à 3 500, j'ai dit 4 000. S'ils le font à 3 000, j'ai dit 3 500. Pour chaque 500 logement, pour toi? Chaque logement, je prends mes 500. Et par semaine, je peux faire 4 logements.
Et tu vois, c'est pour ça que je ne suis pas gourmand. Par mois, je peux faire 5-10 logements. Ça dépend du travail. Tu vois, et tout le reste, ça va à la commission. Hein, ça va pour... Pas tout seul aussi, ouais, ils sont 3. Ah oui, ils sont 3. Bah, ils sont 3 qui vont présenter ton dossier et ces 3-là, ils vont partager les 3500 à peu près. Ok, bon bah ma foi, maintenant j'ai plus qu'à attendre. Tout est fait là. Tout est bon pour moi. On approche de notre but. Et surtout, on a enfin compris comment un logement social était attribué en court-circuitant le procédé légal. Reprenons l'animation de départ. Selon Mohamed, la commission Batigère ne serait donc pas composée de 6 membres, comme le dicte la loi, mais seulement de 3. De plus, il n'y aurait pas 3 dossiers déposés par logement libre, mais un seul. Pour organiser tout ça, chacun encaisse un pot de vin. 300 € pour Karim pour le numéro de téléphone, 500 € pour Mohamed pour le rabattage du client que je suis ici, et 3200 € pour les 3 salariés de Batigère pour l'attribution du logement social. Le tour est joué, et à en croire Mohamed, il se jouerait depuis de nombreuses années. Le calcul est simple. En se basant sur ces déclarations, pour une moyenne de 3 logements attribués par semaine depuis 7 années, Mohamed aurait empoché environ 504 000 €. Quant aux 3 membres de la commission d'attribution de Batigère Habitat Île-de-France, avec les seuls clients fournis par Mohamed sur la même période, ils se seraient partagés un minimum de 2 millions d'euros. Des sommes colossales passées sous les radars, gagnées en monnayant l'accès à des logements largement financés par l'État. La suite est rapide. En quelques jours, Mohamed me confirme qu'il a payé son contact chez Batigère. Par contre, il faut que tu passes là, parce que même à la base, mon ami m'avait appelé, il voulait que moi je récupère ton argent aujourd'hui, parce qu'ils ont validé même ton logement en fait à ton nom. Le lendemain, par téléphone, celui-ci va dans le même sens. Vous pouvez donner votre préavis. Hein. Je peux donner mon préavis, d'accord. Et enfin, comme le chargé de commercialisation Batigère me l'annonce au téléphone... De toute façon, la gestionnaire, lorsqu'elle va vous appeler, vous donnera toutes les informations. Ok. La chargée de clientèle m'appelle pour valider la visite et la signature du bail. Est-ce que vous êtes disponible le mercredi prochain à 15h30 ? Oui, bien sûr. Le 22 novembre, je me rends donc au rendez-vous fixé avec le gardien directement à l'appartement pour la signature du bail. Je découvre un quartier agréable, familial, avec des services publics à proximité comme un groupe scolaire et des commerces, mais surtout une résidence neuve dont les travaux sont tout juste en train de se terminer. Je filme discrètement avec mon smartphone. Voilà, la démonstration est faite. Grâce au paiement d'une somme d'argent liquide, il est possible d'obtenir de manière rapide et assurée un logement social en France. Immédiatement après avoir récupéré les clés et signé le bail, j'écris un courrier au siège de Batigère Habitat Île-de-France pour informer la direction de mon enquête, rendre les clés, annuler le bail et surtout demander un entretien pour poser quelques questions à un responsable. Le lendemain de mon envoi postal, Simon Duchemin, le directeur de la relation client de Batigère Habitat Île-de-France, me fait parvenir un courriel pour accepter un rendez-vous téléphonique. Est-ce que c'est la première fois qu'on a ce genre de signalement d'un journaliste? Oui, tout à fait. Oui. Et hors journaliste? Alors, journaliste, on a pu avoir écho de choses comme ça, mais sans qu'elles puissent être avérées, quoi. Et qu'est-ce que vous aviez fait quand vous avez eu écho de ces choses-là? En fait, c'est comme je vous le dis, on a un dispositif de gestion des risques et donc de protection face à la corruption qu'on a déployé en interne, en fait, via le comité des risques. On peut être amené aussi à faire des enquêtes. Enfin voilà, on peut mener des actions qui nous permettent de lever les doutes. Et vous n'avez rien trouvé? À ce stade, en fait, on n'a jamais eu de cas concrets chez Batigère Habitat en Île-de-France, non, qui soit avéré. On n'a jamais eu quelque chose de concret, sinon on aurait agi immédiatement, on aurait pris toutes les mesures. Enfin, c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut cautionner. Je vous l'ai dit, c'est en opposition totale à nos valeurs. Alors comment vous justifiez, comment vous expliquez que malgré tous ces garde-fous que Batigère met en place pour éviter cela, ces risques, que les choses se passent quand même comme cela? Alors, moi, j'ai pas eu connaissance du cas que vous nous faites remonter à travers votre enquête. Hein. Donc, déjà, je tenais à vous en remercier parce que c'est quelque chose qui, pour nous, est grave et qui est en contradiction totale avec les valeurs du groupe Batigère.
Alors, sur les éléments, moi j'ai souhaité en fait faire le point sur votre dossier déjà en interne pour m'assurer que la procédure interne avait été respectée. Donc c'est le cas. Et puis on a pris conseil auprès de nos avocats. Excusez-moi, vous parliez des conditions d'attribution qui étaient respectées. C'est bien ça, hein, c'est le processus qui était légal, qui était tout à fait clair. Il n'y a pas d'irrégularité, c'est bien ça, hein. C'est ça. Et pourtant, le processus est plein d'irrégularités puisque je suis en CDI dans une entreprise, je suis donc du coup journaliste. Tous mes documents, notamment les documents qui doivent être vérifiés par votre commission, par votre entreprise comme réguliers, comme clairs et officiels, sont tous faux. Et c'est d'ailleurs assez grossier puisqu'on n'a pas vraiment fait ça correctement. C'était assez gros, c'était pour justement tester, voir s'il y avait des règles de probité et justement de sérieux dans l'attribution. Et c'est passé comme une lettre à la poste. D'autant plus que je suis propriétaire, je ne suis pas en recherche d'appartement, etc. Comment vous expliquez ça? Que c'est possible? Sur ce point précis, monsieur, il faut que je regarde, je suis transparent avec vous. Moi, j'ai repris les informations qui peuvent être portées à ma connaissance, donc ça veut dire que c'est ce qui ressort dans notre outil des Caléoles. Selon son directeur de la relation client, Bâtigère Habitat Île-de-France mettrait tout en œuvre pour lutter contre la corruption et le manque de probité. Ce qui est certain à ce stade, c'est que Mohamed, souvenez-vous, celui qui a tout orchestré entre Bâtigère et moi, ne m'a subitement plus donné aucune nouvelle et m'a même bloqué sur WhatsApp immédiatement après que le siège de Bâtigère Habitat Île-de-France ait réceptionné mon courrier et les clés de l'appartement. Une preuve sans équivoque d'une certaine verticalité dans l'organisation de cette corruption au sein du bailleur social. Mais à quel point cette corruption est étendue chez Bâtigère? J'ai voulu poser la question au président du groupe, Nicolas Zitoli. Après plusieurs appels et mails, il ne répondra jamais à mes sollicitations, préférant même me laisser en vue sur LinkedIn. Trop occupé, me laissa entendre sa secrétaire. Même son de cloche du côté du cabinet du ministre du Logement, Guillaume Casbarian. Décidément insaisissables, ces hommes pressés. Tournons-nous alors du côté de l'administration. Il existe l'ANCOLS, l'Agence nationale de contrôle du logement social, le gendarme des logements sociaux. C'est un établissement public administratif de l'État, placé sous la double tutelle des ministres chargés du logement et de l'économie. L'ANCOLS affiche deux missions. Contrôler les organismes intervenant dans le secteur du logement social, comme les bailleurs sociaux, et réaliser des études statistiques. Et sur leur site internet se trouvent des choses intéressantes. Plusieurs rapports ont été réalisés par l'ANCOLS sur l'action de Bâtigère Habitat à Lyon, Nancy, Metz et Paris. Le dernier rapport concernant l'activité du bailleur social en Île-de-France date de 2017, publié en 2018. Un document de 65 pages soulignant certains points faibles, comme par exemple un taux de vacance des logements élevé, mais aussi 4 attributions de logements irrégulières, 5 logements conventionnés loués à des personnes morales non autorisées par la réglementation. Contacté, l'ANCOLS, dans un premier temps plutôt d'accord, a finalement refusé notre demande d'interview par écrit, rappelant, un peu embarrassé au téléphone, être hiérarchiquement soumise au ministre du Logement, qui nous boude aussi. Décidément, personne ne veut répondre à nos questions. Mais coup de chance, vendredi 3 mai, le ministre du Logement vient présenter son projet de loi au Conseil des ministres, puis devant les journalistes durant le point presse de l'Élysée. Je m'y rends. Bonjour Monsieur le ministre, Jamil Senli du Média. On entend votre souhait de plus de justice sociale sur le terrain du logement social, comme il porte bien son nom. Ça fait de nombreuses années que des témoignages se cumulent faisant état de corruption, active comme passive, de nombreux acteurs locaux dans le processus d'attribution des logements sociaux. Ma question est toute nette. Peut-on aujourd'hui payer pour avoir un logement social en France, pour se le voir attribué de manière rapide? Alors, tout acte de corruption est bien évidemment puni par la loi, et donc ce genre d'attitude est non seulement illégale, doit être poursuivi. Et je vous invite, si vous avez des éléments sur le sujet, à nous les communiquer, de façon à ce que nous puissions faire un signalement au procureur et poursuivre les auteurs de ces actes de corruption. J'ai cherché à vous joindre depuis plusieurs semaines. Peut-être que vous allez accepter mon invitation aujourd'hui pour se voir plus tard. Et je suis à votre disposition ainsi que mon équipe pour pouvoir y répondre plus en détail. Bon, nous n'apprenons pas grand-chose. Une fois les caméras éteintes, malgré ses promesses, Monsieur Casbarian était bien moins disposé à répondre à mes demandes et son équipe ne me recontactera jamais, malgré mes relances. Circuler, y a rien à voir. Pourtant, depuis quelques années, sans faire la une des médias, des agents et conseillers de bailleurs sociaux sont régulièrement condamnés pour corruption. À Montpellier, Toulouse, Martigues, Nice, mais aussi Créteil, Rosny, Aulnay-sous-Bois, Paris, à chaque fois le même mode opératoire. Des personnes ayant le pouvoir d'attribution de logements sociaux profitent de leur position pour en monnayer l'accès. Et ça pour un grand silence, s'il vous plaît, merci. Bonjour Inès Bernard.
Bonjour Jamil. Donc vous êtes délégué général de l'association Anticorps, et ma première question est toute simple. Quelle est votre première réaction à la vue de ces images ? Ma première réaction, c'est que ces images sont relativement choquantes, puisqu'on y voit des faits qui, a priori, pourraient être réprimés pénalement. Bravo. Vous mettez à jour une filière de corruption dans l'attribution des logements sociaux. On sait qu'elles existent déjà depuis un certain temps, mais ça n'a jamais vraiment pu être démontré. Et on sait qu'en région parisienne et à Paris, il y a une telle demande de logement social, il y a une telle crise, qu'évidemment, ça ouvre la voie à la corruption. Alors, ça fait partie des infractions les plus graves des infractions à la probité, et la peine qui est prévue par le Code pénal, c'est 10 ans d'emprisonnement, 1 million d'euros d'amende. Donc c'est vraiment des infractions qui sont très très graves. Est-ce que chez Anticorps, vous aviez eu, par le passé ou encore maintenant, connaissance de faits similaires ? Pour moi, c'est de la corruption un peu du quotidien. Je pense par exemple à un de nos dossiers et qui concerne un quartier de Toulon, qui est un quartier populaire qui s'appelle le Beaucaire. C'est un quartier qui est très pauvre puisque 55% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Et plusieurs habitants du quartier nous ont affirmé avoir obtenu des HLM après avoir remis d'importantes sommes d'argent et des cadeaux, comme dans les faits qu'on voit sur les images, à des membres de la commission d'attribution des logements sociaux. D'ailleurs, il y a des élus qui ont été pris la main dans le sac, enfin dans le porte-monnaie en quelque sorte. En échange de divers services. Ça va du service sexuel au service financier ou même simplement au clientélisme de base. C'est-à-dire, comme l'ont fait Chirac et Tibéri de manière industrielle dans les années 90, il ne faut pas l'oublier, où ils ont attribué les logements sociaux à leurs clients, à des journalistes, enfin à tous ceux dont ils avaient besoin pour les aider à se maintenir au pouvoir. Ces faits, non seulement en fait, ils sont graves, mais c'est des faits qui sont des victimes. Et ça, c'est important, on le voit en fait dans les images. Il y a plusieurs victimes de ce genre de corruption et nous, on le rappelle tous les jours à Anticorps. Il y a les gens qui payent par désespoir en fait, parce qu'ils n'ont pas de logement. Donc ils se retrouvent à être obligés de payer pour obtenir un service public qui, en fait, d'une certaine manière, devrait, si respecter les critères, leur être un dû. Et il y a ceux qui vont se faire passer devant par des corrupteurs, alors même qu'ils respectaient les critères et qu'ils auraient dû obtenir un logement social. Des faits qui font des victimes, vient de nous dire Inès Bernard. Des victimes comme Emma, 59 ans, éducatrice et mère célibataire d'une fille de 18 ans. Elles attendent un logement social depuis maintenant 16 ans et vivent à Drancy, en banlieue parisienne, dans un appartement privé de 24 mètres carrés. À Drancy ? À Drancy, ouais. J'habite juste à côté. Depuis 16 ans ? Depuis 16 ans. Ma fille, elle avait 2 ans que je suis venue ici. Et maintenant, elle a 18 ans. On vit dans des promesses, des mensonges. À chaque fois, oui, ça va venir. Depuis que ma fille, elle était bébé, 2 ans, maintenant elle a 18 ans. Ma fille, elle a honte de dire où j'habite. Je pars pas de la ville où on habite. Je pars de chez moi. Votre logement ? Je pars de mon logement. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre logement aujourd'hui ? Vraiment, c'est la ruine, là. Vous pouvez dire un squat. Il est insalubre ? Insalubre. Je vous ai ramené les photos, je vous ai tout ramené pour regarder. C'est vraiment... Ma fille, elle dort avec moi. Dans un 24 mètres carrés. Que vous payez combien ? Je paye 780 €. Je suis à jour à mon loyer. Je ne mange pas et je paye mon loyer. Et là, les images qu'on a vues avant qu'on se parle dans le reportage, où on voit que les personnes que je rencontre qui prennent de l'argent pour faire passer des gens avant vous, Je sais qu'ils font ça. Vous le saviez ? Bien sûr. Que ça existait ? Ça existe. Qu'ils donnent 5 000 €, qu'ils donnent 4 000 €, qu'ils donnent... Jusqu'à 7 000 €. Quelqu'un que je le connais, il m'a proposé. Quelqu'un qui fait ça, je dis non. J'ai fait aussi des lettres pour voir le maire. Oui. Pour rentrer pour le maire. Ils ne m'ont jamais accepté ça. À chaque fois, j'ai le dossier. Chaque fois, ils me refusent. Et vous avez ce qu'on appelle un dossier DALO, un droit au logement opposable. Oui. Et ça, c'est censé accélérer. Oui, le 10 juillet, c'est la première fois qu'ils m'ont proposé un logement à Bagneux. J'ai amené ma fille, on est parti pour faire la visite. Alors on a commencé à faire des idées avec ma fille, on a des rêves. Elle a dit je prends cette chambre, j'ai dit moi je prends cette chambre. Elle m'a dit je fais des rideaux blancs et tout et tout. Vous vous êtes projeté? Ouais. Et alors finalement, il nous a refusé. Et pourquoi? Et pourquoi ils m'ont dit ça? Ils m'ont même pas expliqué, je vais vous montrer, ils m'ont même pas expliqué pourquoi. Ils m'ont refusé. Et depuis ce jour-là, depuis presque 1 an, aucune proposition. Jusqu'à quand? Déjà, j'ai 59 ans. J'ai presque 60 ans. Ma fille, elle a 18 ans. Elle n'a pas une chambre intime. Elle ne peut pas emmener cette copie chez elle. Même moi,
J'arrive pas à vous recevoir chez moi. Je dors moi et ma fille dans un lit, on n'a pas changé. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai toujours l'espoir que je vais me déménager, j'achète un autre. Quand j'ai pas les moyens, j'ai dit, je vais pas acheter maintenant le lit. Si j'aurais un logement, donc vous vivez un peu entre deux, en espérant que peut-être, mais ça fait plusieurs années. Peut-être un jour. Donc vous n'êtes pas vraiment installé en fait. Ouais, peut-être un jour là. Ma fille elle a 18 ans. Je dis pour le maire d'ici, pour tout le monde. On crève petit à petit. C'est ça. Nous sommes de retour sur le plateau de Face Cachée. Merci de nous avoir suivis, de nous rejoindre si vous venez d'arriver. Nous sommes donc en plateau avec Djemil Sanli, qui est notre journaliste auteur de cette enquête exclusive. Bonsoir. Ça va bien. Nous accueillons aussi nos deux invités. Jacques Baudrier, vous êtes élu communiste à la mairie de Paris en charge du logement. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Et Elsa Foucro, à vos côtés. Vous êtes consultante, enseignante à Sciences Po, spécialisée dans la déontologie, la transparence de la vie publique et la lutte contre la corruption. Bonsoir. Merci d'être là. Dans un premier temps, j'aimerais recueillir un peu vos réactions face à l'enquête que nous venons de voir. À chaud. À chaud. Bravo déjà pour cette enquête. C'est vrai que c'est préoccupant et ça vient pointer des réseaux de corruption dont on sait qu'ils existent, mais qui sont parfois difficiles à détecter. Maintenant, ce qu'on attend, c'est de savoir la suite et notamment comment la justice va s'emparer de ces affaires. Évidemment, c'est absolument honteux et donc moi, ça me révulse, ces comportements. Et ça nous dit que heureusement, à Paris, tout cela n'est pas possible, puisque le système de contrôle que nous avons, de commissions indépendantes, de systèmes de cotation, de mise en place d'anonymisation des dossiers et donc de respect des règles de 3 dossiers présentés lors des commissions de désignation en Caléole. D'ailleurs, tout habitant parisien peut demander à assister à nos commissions de désignation que je co-préside. C'est public. Donc, en gros, ce genre de choses n'est pas possible à Paris, et heureusement. Et la question qui se pose, c'est comment on généralise dans l'ensemble du pays les règles mises en place par un certain nombre de municipalités, dont Paris, pour que ce genre de choses ne soit pas possible. Et puis, bien sûr, il faut poursuivre judiciairement, de façon la plus sévère possible, les auteurs de tels faits. Alors, on va revenir sur les détails de ce que vous avez mis en place à Paris et voir un peu comment ça peut entraver et comment ça contient ces mécaniques. On va d'abord revenir avec toi, Djemil, puisque c'est toi qui as fait l'enquête. Bravo, parce que je tiens à dire que tu as pris un certain nombre de risques en infiltrant ce réseau. Et d'ailleurs, qu'on restera très attentif à d'éventuelles représailles, parce que, mine de rien, c'est quand même des réseaux assez organisés. Cette enquête, tu l'as bouclée en début d'année. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé depuis? Qu'est-ce qui a bougé? Alors déjà, on l'apprend pendant l'enquête que Batigère réagit et dépose plainte contre X auprès du parquet de Bobigny. On l'a vérifié. L'enquête, alors on a voulu vérifier entre-temps si elle avait été, si elle avait avancé. On n'en sait pas plus pour l'instant. Mais on a voulu, de notre côté, appeler Batigère pour avoir, donc maintenant qu'on publie l'enquête, donc quelques mois plus tard, si chez eux, les choses avaient avancé, s'ils avaient identifié les personnes. Donc notamment, la personne qu'on a renommée, le chargé de commercialisation, qu'on a renommé dans le documentaire Marcel Dupont. Et cette personne, alors au fil d'un coup de fil qu'on a passé, on a appris qu'il n'apparaissait plus sur les listes des employés de l'entreprise Batigère, mais on n'a pas pu confirmer s'il avait été mis de côté, s'il avait été identifié ou quoi que ce soit. En tout cas, je sais que cette personne-là, c'est une personne avec qui j'ai échangé et que Mohamed, qui a suivi mon dossier et qui aurait été une des 3 personnes qui se seraient partagées ces 3 500 € et ces 2 millions d'euros sur 7 ans avec le calcul qu'on a fait. Donc ça, c'est une première chose. Et une seconde chose, c'est que depuis la diffusion du teaser des 50 secondes qui donne le mood de l'enquête qu'on vient de voir, des centaines de commentaires se sont partagés sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, où la vidéo en un week-end a été vue plus de 350 000 fois, et faisant état de sidération, comme vous le venez de faire de votre côté sur le plateau, mais aussi des commentaires intéressants. Est-ce que c'est le moment que je pense si tu veux, le lire un ou deux commentaires. Des personnes qui disent « Je connais des gens qui ont payé
payé 4 000 € à Paris, mais je ne sais pas si c'est ce bailleur-là. Secret de Polichinelle nous dit Babylon Wow. C'est des pseudonymes des personnes sur Internet. Quelqu'un qui s'appelle MNRFX dit je le balance chez moi, chez Grand Delta Habitat Avignon, c'est pareil. Jamel nous dit ils ont raison de corrompre car les dossiers avancent pas et le parc privé est hors de prix au SMIC. Une autre personne encore dit ça c'est dans toutes les mairies de France, tu trouves ça, tu lâches un billet, tu as un appartement et Darmanin des fois demande autre chose. La petite blague au passage. Donc il y a plein de commentaires comme ça qui, ça peut être l'objet d'une question qui tend en tout cas de notre côté journaliste à nous dire ce n'est pas un cas localisé, c'est généralisé, même si dans le documentaire on le voit, il y a des condamnations qui ont eu lieu en région parisienne, de conseillers qui ont été pris la main dans le sac, qui ont été dénoncés dans toute la France d'ailleurs, effectivement, et cette forme d'acceptation de la part de beaucoup de gens, d'ailleurs on le voit dans notre documentaire Emma à la fin, on a dû faire un montage évidemment, mais elle me l'a dit, elle comprend et qu'elle l'aurait fait si jamais elle aurait eu les moyens. Cette forme d'acceptation de cette situation est-ce que pour vous c'est une forme d'échec en fait de la promesse républicaine qui est là, qui est cette égalité face au service public. Est-ce qu'on doit y lire ça? En tout cas, moi je tiens à dire que c'est quand même si la preuve, vous l'avez filmé, ce cas existe, il y a tout un tas de collectivités, dont la ville de Paris, mais il n'y a pas que nous, il y a d'autres, qui ont mis en place des systèmes. Nous, quand vous demandez un logement social à Paris, après, sur tous les bailleurs sociaux de la ville qui ont plus de 80% des logements, les dossiers sont anonymisés. On présente en commission d'attribution toujours 3 dossiers. Après, c'est la loi. Et bien entendu, tous les réservataires de logements, c'est-à-dire souvent l'État, Action Logement, nous, alors peut-être moins les bailleurs ailleurs qu'à Paris, mais en tout cas, nous, on a une commission de désignation, nous, ouverte au public. N'importe qui peut y assister. Il y a des acteurs associatifs, il n'y a pas que des élus qui y participent. Et donc, moi, je ne connais jamais, je co-préside cette commission, le nom ni le prénom de la personne à qui est attribué un logement. Et c'est en fonction de critères de cotation, le nombre d'années d'attente, les difficultés, le nombre d'enfants, etc., des critères objectifs que nous attribuons et nous désignons toujours de 3 à 5 personnes. Et ensuite, les commissions des bailleurs choisissent entre ces 3 et 5 noms. Donc, strictement, ce type de méthode, vu les process qu'on a mis en place à Paris, et avant 2001, on sait bien que quand c'était pas la gauche au pouvoir, il y avait des dysfonctionnements avérés. D'ailleurs, ça a joué un rôle important dans l'arrivée de la gauche au pouvoir, ces problèmes de gestion de logements sociaux. Ça a révulsé beaucoup de gens. Sous Chirac. Donc maintenant, tout ça est rigoureusement impossible. À Paris, déjà, plus de 5% des logements sociaux de France sont à Paris. Et auprès de très grands bailleurs hors Paris, je pense que ce genre de choses me semblerait totalement impossible sur des grandes entreprises comme 3F ou autres. Donc je pense que c'est de plus en plus minoritaire, ce type de cas, de mon point de vue. Pourtant, 3F fait partie des bailleurs qui sont cités dans le documentaire. Mais en réalité, ce dont on se rend compte, c'est que c'est de la corruption, ce qu'on appelle la corruption du quotidien, qui sont des corruptions qui vont se nicher à des endroits de forte demande. Est-ce que vous pouvez nous expliquer bien précisément, Madame Fourcault, ce que c'est que la corruption du quotidien et est-ce qu'on peut la quantifier? Alors, ça peut prendre plusieurs noms, mais en fait, effectivement, dans les études sur la corruption, quand on conceptualise la corruption, on distingue souvent la grande corruption qui va toucher alors c'est vrai, les sphères politiques, les grands scandales politico-financiers qu'on ne va pas lister, ils sont nombreux. Et puis, il y a aussi la corruption du quotidien ou la corruption de basse intensité, ça prend des termes différents. Mais en gros, c'est la corruption, on va dire, laquelle le citoyen lambda, qui n'a pas de responsabilité particulière, pas de mandat, pas de pouvoir particulier, à laquelle il peut être confronté. Donc ça peut être dans un sens ou dans un autre. Soit le citoyen peut essayer de corrompre un agent et l'agent est, dans ce cas-là, victime d'une tentative de corruption, ou à l'inverse, un citoyen à qui on demande en fait de verser... voilà, ça va être ça. Mais alors les chiffres, en fait, effectivement, sont quand même inquiétants et surtout, en fait, malheureusement, ils ne sont pas en train de baisser. Il y a plutôt une tendance qui pourrait être à la hausse. Alors attention, on ne va pas non plus alarmer tout le monde. La hausse de ce type de corruption se fait beaucoup en lien avec le narcotrafic. Donc c'est pas sur l'ensemble en fait de la vie citoyenne, soyons clairs, mais quand même le narcotrafic est associé à une remontée, on va dire, de la corruption pour accéder à des services publics. Ça se voit dans la justice, les douanes, plutôt la police plutôt. Les douanes. L'accès aux fichiers, par exemple, il y a beaucoup d'affaires comme ça. Et après, mais les logements sociaux, on peut dire logements sociaux, mais c'est aussi marché public, etc. C'est des zones en fait, et c'est pas étonnant que certaines villes, comme la ville de Paris,
et chercher à vraiment encadrer strictement ce type de démarche, c'est des zones à risque. C'est-à-dire que par nature, il y a des choses à risque. Et donc, si on a un chiffre, je vais juste en donner un, je ne vais pas vous abonder de chiffres, mais dans un sondage qui a été fait pour la Fondation Jean Jaurès en mars dernier, donc assez récent, on a 27% des Français qui déclarent qu'on leur a déjà demandé soit une somme d'argent, soit un cadeau de valeur pour accéder à un droit comme l'accès à une place en crèche, les logements sociaux ou un permis de construire. Donc la question était assez ciblée, elle fait quand même très écho à votre enquête. Donc 27%, c'est beaucoup. Alors ça peut être une fois dans leur vie, mais dans le détail, 6% déclarent que ça leur est souvent arrivé. L'Eurobaromètre, qui est encore une autre enquête, un autre sondage d'opinion, une source à peu près fiable, même très fiable, dit que là, 4% des Français répondent qu'ils ont été victimes ou témoins de corruption ces 12 derniers mois, et c'est des chiffres qui sont assez constants. Donc 4-6%. En fait, il faut prendre la mesure de ce que ça veut dire. Ça veut dire que non, c'est pas vrai qu'on est dans un pays où la corruption est endémique. La plupart du temps, vous prenez quand même beaucoup de risques à essayer de corrompre un agent public ou à essayer de proposer. Il ne faudrait pas que les gens se disent que pour accéder à un droit ou un service, il faut aller donner un pot de vin à l'agent public. Dans la plupart des collectivités, c'est plutôt quelque chose qui vous amène des ennuis plutôt qu'un droit. Donc ça reste une réalité. On n'est pas un pays où la corruption est endémique. Néanmoins, c'est pas non plus 0,1%. C'est pas anecdotique. Et on ne sait pas exactement quels sont exactement les domaines dans lesquels, en fait, s'exercent ces aspects-là. Il faut dire aussi, qu'il y a aussi quand même beaucoup de détection de la corruption. Donc, ces cas de corruption, ce qui serait intéressant, c'est de voir, en fait, qu'est-ce qui est sanctionné. Mais aujourd'hui, si vous vous faites prendre pour fait de corruption, il faut le dire aussi, la justice, elle fonctionne et elle est de plus en plus intransigeante sur ces questions. Et ce que je voulais rajouter, si je peux me permettre, c'est qu'avec Anticor, dans le documentaire, je ne sais pas si on a regardé ce passage-là, c'est qu'elle nous expliquait ô combien il est difficile de détecter ce genre de corruption, puisque dans cette affaire-là, par exemple ici, ni le corrupteur actif, ni le corrupteur passif n'a intérêt à le faire savoir, puisque les deux sont gagnants dans l'affaire. Et c'est souvent, encore une fois, tout à l'heure, au téléphone, j'ai une personne qui me dit je suis prête à témoigner, mais à visage caché, parce que c'est un ami qui m'a donné cette... Parce qu'il risque quelque chose, qui me dit à avoir versé 6 000 € pour avoir son logement à Saint-Mandé, à RATP Habitat. Ce genre de choses existe, mais très peu. Il est très difficile, on le comprend, nous l'explique bien la personne de chez Anticor, Inès Bernard, que vu que les deux parties sont gagnantes, il est très difficile. Donc les 6-8% qui sont déjà conséquents sont la partie émergée de l'iceberg. On peut l'imaginer comme ça, vu comme de notre côté, quand on gratte à droite à gauche, on entend, et il est difficile de le mettre sur le devant de la scène, sous la lumière. Est-ce que c'est la rareté d'un accès à un service public qui accentue la corruption ? Ou est-ce que justement la corruption peut accentuer la rareté ? La poule ou l'œuf, c'est un peu la question. Est-ce qu'il y a un cercle vicieux qui se met en place ? Je peux faire une réponse générale qui n'est pas forcément liée. Je ne suis pas une spécialiste du logement social. Oui. Non, en revanche, c'est l'accès à un service public, puisqu'on parle des crèches. On peut lier en fait quand même la qualité du service public et les risques de corruption. Évidemment, plus en fait il y a des délais d'attente qui sont longs. Alors là, on parle, plus il y a une pénurie, en fait, plus il y a une liste d'attente en fait. Là, ce qui va chercher, plus il y a une liste d'attente, plus en fait il y a un risque qui est lié à la remontée des dossiers en haut de la liste d'attente. Et ça, vous le trouvez dans tous les domaines. Pareil en matière de santé, par exemple. Forcément, il y a plus de risques si vous êtes dans un endroit où l'accès à la santé est moins bon. Dans l'administration publique, voilà, plus les délais sont longs, plus en tout cas il y a un risque. Attention, c'est pas parce qu'il y a un risque que la corruption se matérialise. Mais bien sûr, effectivement, ça vient augmenter les risques. Et il faut voir qu'il y a dans toutes les administrations publiques, il faut aussi que ce soit un message que les gens aient en tête, il y a eu un renforcement des dispositifs de prévention de la corruption, et ils prennent en compte... ces administrations, bien sûr, il y a des limites, évidemment, les trous dans la raquette, vous venez de le montrer, c'est l'évidence, évidemment. Mais il y a quand même des dispositifs qui existent, de lutte contre la fraude, de cartographie des risques, qui prennent en compte, en fait, ces réalités. Mais oui, bien sûr, un service public qui fonctionne bien, forcément, il y a moins de tentations de contourner le système. Voilà. Ce qui nous amène à la crise du logement. Parce que les associations alertent depuis longtemps maintenant sur la crise du logement. On est à 4 millions de personnes mal logées, 2,6 millions de demandeurs de logements sociaux, des chiffres qui augmentent chaque année. Comment vous expliquez cet état de fait aujourd'hui ? Donc c'est une question longue et compliquée, donc je ne vais pas pouvoir y répondre. En quelques mots, qu'est-ce qui... En un mot, déjà, sur ce sujet de corruption, qui, à mon avis, est heureusement minoritaire, mais moi, je souhaite, et d'ailleurs, je soutiens tous les candidats du nouveau Front populaire, que
pour que que vous ne puissiez plus faire ce genre de reportage, je m'excuse, hein, c'est qu'il suffit de généraliser, d'obliger tous les bailleurs sociaux et toutes les communes de France à mettre en place des systèmes comme ceux qu'on a mis en place à Paris et certaines autres grandes villes, et ce type de corruption n'existera plus. Donc la première chose... on peut le dire, ça il n'y a plus de rareté, il n'y a plus de corruption. Non, c'est ça qu'on dit mettre en place, avant, très rapidement, d'obliger... par la loi à avoir des systèmes de cotation, d'anonymisation, ce qui fait que plus aucun bailleur social ne puisse tenir une Caléole en n'ayant qu'un seul nom à proposer et qu'il n'y ait pas d'anonymisation. Donc il suffit de rendre obligatoire ce que nous on a mis en place. Ou des systèmes approchants. C'est sur votre parc, parce que vous gérez l'ensemble du parc parisien. Nous on l'a choisi, on gère... nos bailleurs sociaux gèrent 80% du parc parisien et nous, on gère 30% en direct de la ville de Paris ou des arrondissements, des attributions. Mais si les systèmes qu'on a mis en place pour tout ce qu'on gère, c'est quasiment tout Paris, on le rendait... Nous, on l'a fait de façon volontaire, la ville de Paris. Mais si on imposait à toutes les communes... Avec quel moyen? C'est ça le truc, parce qu'on en discutait avec le DAL, on discutait durant l'entretien qu'on a amené dans le reportage, et c'est ce que, justement, il déplorait ça, le fait que le désengagement de l'État, alors vous disiez si... Oui, mais, voilà, moi, c'est juste pour arrêter la corruption. Il suffit de rendre obligatoire pour que tout le monde fasse comme nous. Ouais, faut qu'il y ait c'est réglé. Non, mais la loi rend obligatoire qu'il y ait 3 dossiers, par exemple. Oui, non, mais d'anonymiser, d'avoir des systèmes ouverts à tous les habitants. Si vous êtes obligé d'ouvrir à tous les habitants, avec qu'il y a des habitants, ça va être encore plus compliqué. Donc, vous voyez, donc il y a un certain nombre de garde-fous qu'on a mis en place qui sont volontaires de la ville de Paris, bien au-delà de la législation. Si on les rend obligatoires, ça sera terminé. On diminuera massivement la corruption. Donc ça, déjà, et c'est possible de le faire très, très vite. Donc déjà, éliminons ce sujet. Après, il y a la crise du logement. La crise du logement, moi, je suis élu adjoint à la mairie de Paris. Notre budget pour créer du logement social et les rénover, c'est 625 millions d'euros. Plus de 500 millions pour créer du logement social. Moi, le budget de la ville de Paris pour créer du logement social, c'est plus que le budget de l'État. Le budget de la ville de Paris pour Paris, c'est plus que le budget de l'État pour toute la France. C'est quelque chose quand même. Oui. Donc le budget de l'État pour toute la France est minable, lamentable. Donc les nombres d'autorisations d'agrément de logements sociaux en France sont les plus bas depuis 30 ans. On a une crise terrible et l'État ne fait rien, en particulier depuis 2017 et l'arrivée d'Emmanuel Macron. C'est une catastrophe. Et les chiffres... Et l'année qui devrait être la pire des 20 dernières années, même 30 dernières années, ça risque d'être 2024. Donc ça va être encore pire cette année. Donc en Ile-de-France, les chiffres sont désastreux. En gros, il n'y a presque plus qu'à Paris qu'on va atteindre des objectifs à peu près corrects. Partout ailleurs, il n'y a plus de création de logements sociaux ou beaucoup moins. Donc tout ça est dramatique. Donc il y a une pénurie de logements qui est entretenue par l'État par un désengagement total de la sphère du logement. Donc cette pénurie n'est pas en train de se résoudre. Et même si nous, on met beaucoup plus d'argent, malheureusement, comme on ne construit plus de logements, on ne construit presque plus de logements sociaux à part les nôtres, la pénurie, elle augmente. Et donc, la solution, c'est évidemment de remettre beaucoup plus d'argent, déjà d'enlever toutes les coupes budgétaires énormes qu'a fait l'État et le gouvernement d'Emmanuel Macron sur le logement social, de soutenir ça. Et puis, il y a une solution d'urgence, que je soutiens, et que j'ai portée auprès de tous les ministres possibles, jusqu'au Premier ministre, sans arrêt, c'est, à Paris en particulier, on a une spécificité, on a énormément de logements vides et de résidences secondaires. 270 000. C'est comme si vous aviez le 20e, le 19e et le 11e qui étaient constitués de logements tous vides ou utilisés une semaine par an en résidence secondaire. Donc nous, notre proposition, c'est d'augmenter les taxes sur la vacance et les taxes sur la résidence secondaire. Taxes sur la résidence secondaire, je la connais bien parce qu'elle a été créée suite à un livre que j'ai écrit avec mon camarade communiste Yann Brossat. Donc j'en suis à l'origine avec Yann. Donc si on vote cet argent, si on vote l'amendement communiste qu'on propose à chaque projet de loi de finances depuis 10 ans, si ça dure, il fait une ligne, je vous garantis qu'on peut libérer 100 000 logements qui reviendront sur le marché locatif. Et donc, on libère 100 000 logements pour loger 200 000 personnes. Pas payer les gens, justement. Et donc, ils préféraient ne pas payer. Parce que si on augmente les taxes, il y a un certain nombre de propriétaires qui laissent leur logement vide parce qu'ils ont tellement d'argent qu'ils n'ont pas besoin de loyer, qui le loueraient. Donc ça, c'est remettre 100 000 logements très vite. Parce que dans le privé, c'est cher. C'est cher, mais c'est quand même des logements à louer. Bien sûr. Mais dans l'enquête, vous dites donc que Paris a mis en place tout un tas d'éléments qui, en tout cas, réduisent au maximum les phénomènes de corruption. Mais dans l'enquête qu'on vient de voir, les deux protagonistes affirment qu'ils ont obtenu des logements sociaux à Paris. Alors, on n'a pas pu le prouver, donc on n'est pas du tout... Non, mais je voulais juste avoir votre réaction. Je vais vous dire, j'ai été élu d'arrondissement en charge des questions de logement. 100% les rumeurs
100% des élus en charge du logement ou des fonctionnaires territoriaux, il y a toujours des rumeurs comme quoi ils sont corrompus. Ça c'est la rumeur. Les rumeurs, il y a 100% des gens croient que... Voilà, ils disent qu'eux ont obtenu pour eux-mêmes. Mais c'est pas... Voilà. Mais comme par hasard, le cas où vous avez trouvé, ce n'est pas à Paris. Hein, voilà, donc, alors pourtant, il y a énormément... Celui qu'on a obtenu n'était pas à Paris. Voilà. Nous, notre système, et je vous donne des faits objectifs, et vous pouvez venir assister à nos commissions de désignation, vous êtes bienvenus comme tous les Parisiens, voilà, et vous pouvez assister à ces... Et vous verrez bien que le processus qui se met en œuvre, c'est pas possible. L'intermédiaire dit que c'est plus difficile à Paris. Difficile. Il le dit ouvertement. Venez à la commission que je préside, vous allez bien voir que c'est totalement possible, parce que vous n'aurez le nom de personne, et il y aura toujours 5 dossiers avec des critères qui font que, de toute façon, un dossier mis récemment ne passe pas. Donc c'est mort. Vous venez, justement, Madame Foucrault... On ne peut pas corrompre à Paris, et tant mieux. Effectivement, souvent, il y a des éléments comme ça, très concrets, qui entravent les mécaniques. C'est quoi les éléments fondamentaux pour prévenir, pour lutter contre la corruption? Alors, il y a ces mécanismes où on essaye de bloquer effectivement les lieux d'entrée de ces phénomènes, mais comment plus largement on peut massivement lutter contre la corruption à tous les étages, finalement? Peut-être avant de vous répondre, comme on est en période électorale, signaler quand même que la corruption, c'est un peu le parent pauvre des programmes, ou en tout cas des discussions politiques. C'est notable, parce qu'il y a des périodes, c'est-à-dire, j'ai connu par exemple c'est pas un sujet qui est toujours considéré comme considéré comme trop technique ou autre, mais prenez la campagne de 2017, il y avait l'affaire Fillon, on parlait beaucoup de questions de corruption, paradoxalement à un moment où il y avait eu beaucoup de choses qui avaient été mises en place. Alors ça va, je rentre un peu dans la technique, mais la loi Sapin 2, la création de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Dans un contexte où il y avait beaucoup de choses qui avaient bougé, qui s'étaient améliorées, c'était là où on en a beaucoup parlé. Et aujourd'hui, alors qu'on a quand même beaucoup d'indicateurs que la corruption repart, c'est un petit peu, c'est un peu pas en pauvre. On a même eu quand même des retournements de pratiques politiques avec, par exemple, Rachida Dati qui est au gouvernement. C'est quand même quelque chose qui est très mal perçu par les citoyens. L'idée que les personnes qui sont mises en examen peuvent rester ministres. Tout ça, ça alimente un climat où le message qui est envoyé, c'est la corruption, ce n'est pas un sujet prioritaire. Et c'est vraiment une erreur, à mon avis, politique, parce que c'est pour ça que je dis peut-être un message, un message aux candidats, remettez un peu ces questions de corruption, notamment parce que il y a aussi des pratiques à valoriser dans plein de collectivités territoriales, dans plein d'administrations qui ont des pratiques intéressantes. Donc pardon, j'ai fait cette digression, mais pour répondre à votre question, peut-être schématiquement, comment on lutte contre la corruption, il y a un aspect détection-sanction. Donc ça, c'est l'aspect détection, c'est tous les mécanismes en interne de audit, cartographie des risques, enquête administrative, la protection des lanceurs d'alerte également. Donc là, vous voyez bien, quand dans votre reportage, on voit très bien comment la machine se met en marche. C'est-à-dire quand même, on peut le souligner aussi. C'est-à-dire que directement, Tigère, en l'occurrence, on voit bien qu'ils prennent les choses au sérieux et qu'ils traitent le sujet. Ils ne sont pas dans le déni ou quoi que ce soit. Ça, c'est l'aspect de détection. Comment on détecte? Souvent, c'est par des signalements. C'est pas toujours, en fait, parce que, justement, les audits ont détecté. Il y a l'aspect sanction. Ça, c'est la justice. Comment, une fois qu'un sujet est détecté, il y a l'action judiciaire qui se met en place. Ça, il y a toujours du renforcement de plus en plus, mais on sait en France condamner quand même les faits de corruption. Et puis, en amont de tout ça, il y a l'aspect préventif. Et l'aspect préventif, je pense que ce que vous avez décrit rentre complètement là-dedans. C'est quelque chose, c'est un volet qui s'est beaucoup renforcé, on va dire, depuis une quinzaine d'années. Alors, ça va plus être le champ de la déontologie, ce genre de choses, mais ça va inclure aussi, effectivement, des choses comme la collégialité, la publicité, l'objectivité des dossiers, la transparence, et puis aussi l'anonymisation des dossiers, par exemple. Donc là, vous le dites sur d'autres sujets. Moi, je travaille beaucoup avec les organismes de sécurité sociale dans mon activité professionnelle. C'est pareil, les dossiers aujourd'hui qui passent en commission de recours sont tous anonymisés. Il y a beaucoup de mécanismes de prévention des conflits d'intérêts qui sont mis en place. Tout ce volet préventif, il existe aussi et c'est renforcé. Je pense qu'il faut le dire aussi que les administrations sont dans ce mouvement-là. Après, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui continuent de devoir être améliorées. Mais en résumé, prévention, détection, sanction. Il y a 3 volets d'action si on veut lutter contre la corruption et il faut en négliger aucun des 3. Et c'est pas une priorité politique en ce moment. Et c'est ce que je voulais souligner, c'est ça, c'est que ces mesures-là,
Si elles sont si simples à mettre en place, on peut se poser la question en fait. Pourquoi simple, hein. Enfin, je veux dire, si, il y en a quelques-unes que monsieur disait qui étaient assez simples. Qui pourraient être appliquées rapidement, voilà. je veux dire. Et pourtant, c'est une question politique. Pourtant, ça ne se c'est met pas le cas. Bah, vous avez cité des affaires, des noms. Je remarque qu'ils sont plutôt Rassemblement national ou à droite, ou à Renaissance. Donc, et c'est pas un hasard si l'exemple que je vous donne en termes de transparence, c'est la ville de Paris, municipalité de gauche, qui soutient majorité, qui soutient le nouveau Front populaire. Voilà, il n'y a pas de hasard. Et de gauche suffirait du coup pour être contre la corruption. En tout cas, on a eu des exemples par le passé. On a eu des exemples par le passé, mais en tout cas, aujourd'hui, les exemples dans les grandes municipalités de gauche qui gèrent, qui ont mis en place, Paris en fait partie, mais il y a beaucoup d'autres municipalités de gauche, il n'y a pas que nous, qui ont mis en place des procédures de transparence. Et c'est vrai qu'il y a eu des avancées, comme disait Madame, à partir de 2017, et justement l'affaire Fillon, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie publique. Je vous dis qu'en tant qu'élu, on remplit énormément de dossiers. Enfin, voilà, donc clairement, ça fait, je pense, vraiment progresser de façon très importante les garde-fous. D'ailleurs, on passe énormément de temps à remplir des dossiers, et ce qui est une bonne chose. Mais en tout cas, je peux vous dire que les garanties, moi je suis élu depuis un certain temps, avant et après 2017, clairement, il y a eu une augmentation très très forte du système de contrôle et de création de commissions de déontologie. On en a une interne à la ville de Paris. Ça limite quand même beaucoup les abus, et heureusement. Mais il y a l'AFA, il y a aussi eu la création de l'Agence française anticorruption qui est censée rendre un plan pluriannuel de lutte contre la corruption. Ça fait 6 mois qu'il y a du retard. Est-ce que ça fait partie... Alors l'AFA, je tiens à le préciser quand même que nous avons tenté d'inviter l'Agence française anticorruption qui a refusé de venir sur ce plateau parce que c'est un média comme le nôtre, qui ne lui leur plaît pas. Alors, je ne dis pas plus de précision. L'Encols, pour d'autres raisons. Voilà, on n'a pas bien compris pour les raisons pour lesquelles ils ont refusé de nous... Ils sont soumis un peu quand même, ils sont sous le, sous le ministère... pour parler d'un sujet quand même... en tout cas, quoi qu'il en soit, cette agence française anticorruption, pour le moment, on n'a pas de plan pluriannuel. Ouais, alors un plan pluriannuel, en fait, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on met en marche l'action publique, notamment interministérielle, comment est-ce qu'on organise l'action publique. Donc, moi, je préfère un plan qui a 6 mois de retard, mais qui est substantiel, qu'un plan qui est rendu à l'heure sans qu'il soit pas... sans substance. Sans substance. Après, il faut voir quand même que ces instances, l'Agence française anticorruption, elle est créée en 2016, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en 2013. Elles sont très récentes. Elles sont récentes, mais c'est des institutions qui fonctionnent. Vous avez aussi Tracfin, qui est un peu connu. Vous avez l'OCLIF. Alors, c'est parfois côté police, financier. Quoi. Voilà, mais on a des institutions qui fonctionnent. Effectivement, ce plan pluriannuel de l'AFA, il est très attendu parce que, notamment, il faut qu'il tienne compte en fait, de cette question de montée de la corruption en lien avec le narcotrafic. Il n'y a pas eu, il n'y a pas eu non plus une absence totale de réaction politique. Notamment, il y a eu des initiatives au Parlement suite à ces questions. Vous avez aussi des magistrats qui se mobilisent actuellement. Alors ça, c'est un truc assez intéressant, relativement inédit, mais plusieurs tribunes ces dernières semaines de magistrats pour dénoncer les enjeux du crime organisé, toujours beaucoup en lien avec le narcotrafic, en tout cas dans l'actualité, c'est juste, c'est un fait. Mais voilà, ces tribunes de magistrats, c'est assez notable. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quand même beaucoup de personnes qui commencent à dire qu'il y a un sujet sur la corruption. Donc après, effectivement, on l'attend, ce plan pour pluriannuel de l'AFA. Après, le fait que ça ait 6 mois de retard, c'est pas l'élément le plus majeur dans le paysage, j'ai envie de dire. Quoi. Ce qui est intéressant, c'est que surtout, on ait une structuration de l'action politique sur ces questions. Voilà. Il ne faut pas oublier quand même l'aspect. Il y a bien sûr les normes qu'on peut mettre en place assez rapidement, comme par exemple pour le logement social. Il suffit de généraliser ce qui se fait dans tout un tas de mairies comme la nôtre, comme Paris. Mais il y a aussi quand même ce qui nourrit la corruption, c'est la casse du service public. C'est l'absence de place en crèche, les difficultés de logements sociaux. Donc la première priorité, la casse du logement social, qui a été historique. Sous Chirac, c'était pas à ce moment-là, sous Sarkozy même, ça n'avait rien à voir. La casse du logement social qu'on a depuis 7 ans sous Macron est malheureusement historique. Donc là, clairement, l'enjeu, c'est de relancer la construction de logements sociaux, de mobiliser les logements vides. Et c'est sûr qu'au bout de, voilà, ce que je vous dis, en 6 mois, on peut redégager 100 000 logements, y compris ça ferait baisser les prix dans le privé, parce que s'il y avait plus d'offres de logements, ça ferait baisser les prix. On peut avoir des mesures là.
Si un gouvernement du Nouveau Front Populaire est élu, je vous dis, dès le 20 juillet, on met en place un certain nombre de mesures avec effet immédiat, coût zéro pour les finances publiques. On remet en Ile-de-France 100 000 à 150 000 logements disponibles. On fait baisser les prix de l'immobilier et on loge 300 000 personnes. Et avec un coût pour les finances publiques qui est zéro. Et on relance la construction de logements sociaux. Ça met un peu plus de temps. Mais vous voyez, en gros, la casse du service public avec un gouvernement de gauche, et on est tous là. Je vous parle d'amendements qui ont été soutenus au Conseil de Paris, que je présente au Conseil de Paris, qui ont été votés par tous les députés de gauche 10 fois à l'Assemblée. Ça ne fait pas débat. Il n'y a pas de débat entre les formations politiques. On peut régler sur le sujet du logement social très clairement. On peut régler tout un tas de situations très très vite et donc faire baisser la file d'attente pour le logement social en attribuant des logements aux gens très très vite. Donc voilà, faut pas se dire que rien n'est possible. Quand même. Il y a un manque physique. Même si on change les règles, le manque physique, il manque des logements, on baisse. Il y a moins de construction. Mais le manque physique, je vous dis qu'à Paris, il y a... Et dans toutes les grandes villes, il y a, si on prend toutes les grandes villes de France, il y a plus de 600 000 logements vides, résidences secondaires. On peut en recueillir plusieurs centaines de milliers. Mais si on met une année de construction de logements en France, c'est 300 000 logements. Sans parler de la réquisition par des outils de taxation qui sont mis en place avec un effet immédiat. Moi, je vous dis qu'on peut retrouver, avec un effet immédiat, une offre de logement équivalent à 1 an de construction. Et et donc ça vous permet de loger 600 000 personnes. 600 000 personnes. Vous voyez, sur 2 millions. Comment vous expliquez que ça fait pas campagne, que cette thématique du logement soit pas... Parce que pourquoi la thématique du logement dans toutes les élections nationales ne prend pas, et à chaque fois, depuis 40 ans, c'est parce que la situation du logement est extrêmement variable sur les territoires. Vous avez les zones tendues, c'est-à-dire Paris, la région parisienne, un certain nombre de grandes villes, la Côte d'Azur, la Côte Basse, les zones touristiques, où c'est une thématique terrible. Parce que vous avez à la fois beaucoup d'emplois, la recherche, et puis l'aspect tourisme, et qui génère la résidence secondaire, Airbnb, etc. Et donc là, c'est terrible. Et puis vous avez des endroits où vous avez plein de logements vides, mais où il n'y a pas de demande de logement. Donc c'est une situation très contractée sur les territoires. Donc traditionnellement, et c'est le cas depuis, je sais pas, le général de Gaulle, la question du logement ne fait pas l'objet parce qu'elle est tellement différenciée suivant les territoires. C'est pas comme la retraite ou je dirais le pouvoir d'achat qui touche tout le monde de façon plus ou moins équivalente. C'est très différencié. Tout le monde doit se loger. Voilà, c'est ça. Oui, mais il y a un certain nombre de territoires où le problème c'est avoir du boulot ou pouvoir se déplacer pour aller au boulot. C'est pas se loger où le logement ne coûte très peu. Alors que vous avez des endroits comme Paris, mais pas que Paris en France, où c'est terrible. Donc voilà, c'est pour ça qu'en gros que ça prend pas à chaque fois pour l'élection nationale. Mais c'est une règle immuable et permanente. Ce qui est, pour des spécialistes du logement comme moi et comme pour tous les acteurs du logement, je vous fais une réponse, tous les acteurs du logement social vous diront la même chose que moi. Mais en tout cas, on le vit mal, mais néanmoins, ça fait 50 ans que nous, et puis nos prédécesseurs, le vivent mal pareil. Donc c'est un vrai sujet. Et en tout cas, ça me permet, merci de me donner l'occasion, là, ça veut dire, ce que je vous dis, c'est que d'ici 15 jours, 3 semaines, on peut... d'ici fin juillet 2024, avec des mesures qui coûtent zéro, améliorer énormément la situation pour trouver du logement pour 600 000 personnes, faire baisser les prix, y compris à Paris, dans toutes les grandes villes. On peut améliorer la vie de millions de personnes très très vite avec un coût de 0 €. Donc vous voyez, des mesures... Le secteur du logement est un secteur où on peut changer très très vite les choses. À condition de le décider, vous dites. À décider de cette idée avec un coût zéro. Et une difficulté de mise en application, c'est juste... un niveau d'impôt où on change un chiffre. L'amendement fait moins de 2 lignes. On l'a rédigé depuis 10 ans. Il suffit qu'il soit voté. Peut-être qu'effectivement, ça peut porter dans cette période électorale ce reportage, etc. Pour finir, puisqu'on a un peu ce que vous voudriez mettre en place rapidement pour que ça change vite, du côté de la lutte contre la corruption, est-ce que c'est possible d'avoir des actions aussi efficaces rapidement? Est-ce que c'est plutôt un travail de long cours? Je pense qu'il faut vraiment renforcer les 3 axes que j'ai dit, prévention, détection, sanction. Il y a des choses ensuite à faire. Il y a des associations. Donc, vous avez cité Anticorps dans votre reportage, interviewé Anticorps dans votre reportage. Il y a aussi Transparency International. Il y a ces ONG-là. Elles ont vraiment des propositions qui sont sur la table. Anticorps qui a un problème avec son agrément, d'ailleurs, on le rappelle, parce qu'ils sont en lutte pour récupérer leur agrément. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important, d'autant que c'est un décret. Ce serait bien que ce décret paraisse avant le 7 Ça aussi, c'est un signe de quelque chose quand même. C'est quand même un signe de quelque chose, ça, le fait qu'une des plus grandes associations de lutte contre la corruption en France se retrouve sans agrément et donc avec des difficultés de pouvoir engager des actions judiciaires, merci,
Bien sûr, c'est un gros problème. De se constituer partie civile, pour le coup. Pour revenir sur le côté gauche ou droite, sans rentrer dans l'aspect dualité politique. Après, en tout cas, comparons les périodes. Il y a quelque chose qui s'est passé en 2017. 2012-2017, c'est une période dans laquelle il y a eu beaucoup de réformes en matière de prévention de la corruption. Prenez l'affaire Cahuzac. L'affaire Cahuzac, problématique, mais elle entraîne une vague de réformes. C'est-à-dire, en fait, il faut voir aussi, l'enjeu, c'est pas tant qu'il y a des affaires. Il se représente aux législatives. Les choses sont pas si facilement. Mais ce que je veux dire, vague de réforme. Donc, sujet pris au sérieux, une dynamique qui est quand même intéressante sur ces questions. Sur la société. Voilà, c'est un impact. Après, on est sur un autre volet. On a changé un petit peu d'époque. Le sujet, clairement, il est perçu. Il est par un certain nombre de responsables politiques qui veulent le remettre à un niveau subalterne. Voilà, donc en disant, en fait, effectivement, on enlève on ne renouvelle pas l'agrément d'anticorps sans dire pourquoi. C'est-à-dire surtout sans ça vient freiner la capacité d'action des associations anticorruption. Je le dis d'autant plus que moi je peux avoir des désaccords avec Anticorps, je n'ai pas aucun lien avec Anticorps, donc c'est vraiment de manière indépendante que je dis ça. Et en même temps on maintient des personnes comme Rachida Dati au gouvernement. Rachida Dati ne conteste même pas vraiment les faits qui lui sont reprochés frontalement. C'est-à-dire, elle dit j'ai confiance en la justice. Il y a un problème d'exemplarité. Il y a quand même un problème d'exemplarité en fait en termes d'ambiance. Et ça donne une ambiance. Vraiment, ça donne une ambiance qui est problématique. Voilà. Et ça, il faut l'arrêter. Il faut bien voir les périodes politiques. Moi, autant en tant qu'élu communiste, je suis extrêmement critique sur de très nombreux aspects de la période de François Hollande, etc., du quinquennat de François Hollande. Mais c'est vrai que sur des sujets comme la corruption, moi, en tant qu'élu, je vous dis, il y a eu un changement extrêmement net et historique durant ce mandat, 2012 à 2017, suite à l'affaire Cahuzac. Ça a été pris au bon niveau, avec il y a tout un tas de procédures qui ont été mises en place directement, 2013-2017, vous avez raison. Et sur le logement social, c'est pareil, tout n'a pas été pareil. De 2012 à 2017, Cécile Duflot, Emmanuel Cos, en tant que ministre du Logement, c'était des augmentations du budget, c'était l'encadrement des loyers, il y a eu un certain nombre de choses positives, il y a eu plein de choses négatives par ailleurs de cette période. Arriver, la loi Kasbarian 2 peut-être va apporter de nouvelles choses. Cécile Duflot et Emmanuel Cos, ça n'a rien à voir avec Kasbarian, la répression des squatteurs. Donc le but, c'est de renouer avec une période dynamique pour le logement social, et je pense qu'avec la dynamique qu'on a du Nouveau Front Populaire, on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on a fait de 2012 à 2017, et vraiment on peut, là je vois tous les amendements, et depuis cette législature là, depuis 2 ans, tous les amendements qui sont votés au Parlement par l'ensemble des forces de gauche sont extrêmement ambitieux et sont vraiment dans une dynamique de gauche de rupture. Et moi je suis dans la majorité portée par Anne Hidalgo, et les amendements qu'on propose, les vœux du groupe communiste, sont votés systématiquement par l'ensemble de notre majorité, socialistes, écologistes, communistes, et qui sont sur notre ligne sans changer une virgule. C'est vraiment des choses qu'on n'a pas à négocier entre nous, qui sont, il y a une dynamique de gauche qui est vraie dans le pays, mais qui est vraie à Paris, cette équipe municipale, qui est clairement à gauche et qui pourra, je pense, donner d'une dynamique nationale, si on arrive au pouvoir, et je l'espère d'ici une quinzaine de jours, qui sera un moment de progression de la gauche, et en particulier dans le domaine du logement social, qui sera historique. Parce qu'il y a des victimes, on l'a vu à la fin du reportage, il y a des victimes, des millions de personnes qui attendent, des personnes... Voilà, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, beaucoup de politique là, mais il y a effectivement les gens, il y a plein de gens qui nous regardent. En tant qu'adjoint au logement, moi, je reçois tous les jours des centaines de mails, et je m'excuse auprès des personnes qui les envoient, qui m'envoient des centaines de mails. Je n'ai même pas le temps physique de lire la totalité de ces mails. C'est mes collaborateurs qui doivent les lire, et puis j'en porte des réponses. Mais il y a des besoins immenses, des situations dramatiques. Voilà. On est dans les commissions de désignation, on a... Le nombre qui augmente, malheureusement, c'est des femmes victimes de violences. Mais c'est atroce. On est obligé il y a des milliers de personnes en demande de logement, femmes victimes de violences à Paris, des milliers. Donc on est dans des situations atroces, alors que dans le même temps, on a près de 300 000 logements vides. Donc c'est complètement dingue. Moi, des fenêtres de mon bureau, je vois plein de tentes quechua avec des gens qui sont obligés de dormir dans la rue, alors que je sais qu'autour de l'hôtel Belleville, il y a plus de 30% de logements vides. On vit dans un truc, mais moi, qui me révulse de la réalité. Et ça, je sais que c'est des millions de gens qui souffrent, qui galèrent, qui dorment dans les rues, qui meurent. Parce que les gens, à la fin, quand ils meurent dans les rues, le collectif des morts de la rue, et on fait la nuit de la solidarité, on va voir les gens dans la rue, les gens en meurent de la rue. Alors qu'on a des centaines de milliers de logements vides et qu'on a les moyens de reconquérir assez facilement. Enfin, voilà, moi, ça me rend, très personnellement, ça me rend fou, en tant qu'adjoint au logement, d'être obligé d'aller voir des ministres qui vous disent ça, on verra ça dans 6 mois, comme M. Kasbarian ou d'autres, en gros, qui ne font rien. Donc là, on a la possibilité de changer
changer ça, de résoudre les problèmes. Ne la ratons pas, c'est une possibilité historique. On a une dynamique de gauche unitaire, on peut gagner avec des vrais programmes de rupture pour lesquels pour le social, pour l'écologie, pour lesquels on s'en rappellera dans des décennies et on sera très fiers de cette victoire, que j'espère. Ce sera le mot de la fin. Hein. Merci à vous trois d'avoir été parmi nous ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette seconde édition de Face Cachée, l'émission d'enquête du média. Je vous rappelle que le média concourt pour obtenir un canal TNT. Nous sommes déjà au second tour de la sélection de l'Arcom. C'est l'un des plus grands défis de l'histoire d'E-Média, mais c'est aussi un défi majeur pour la pluralité à la télé. Alors soutenez-nous, faites un don en allant sur tnt.lemediatv.fr pour que votre chaîne révolutionne le petit écran et rééquilibre enfin le paysage audiovisuel français. Merci à vous, très bonne fin de soirée.